Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus d'emplois et surtout qu'ils profitent davantage aux Bruxellois et notamment aux jeunes Bruxellois? Il faut travailler sur les filières qui peuvent justement permettre de créer des emplois et des emplois qui peuvent convenir au public des Bruxellois. Le gouvernement bruxellois a travaillé un peu dans cette direction. Les alliances emploi-environnement ont été dans ce sens-là et saluées par les partenaires économiques et les partenaires sociaux. C'est l'idée d'identifier des secteurs tels que la construction durable, les déchets, l'eau, et peut-être élargir ça en travaillant sur le secteur touristique, le secteur de la culture, qui sont des secteurs qui sont extrêmement importants pour Bruxelles. Il faut travailler évidemment sur la formation, et donc l'intérêt des alliances emploi-environnement qui a été mise en place, c'est que justement on fait en sorte qu'à la fois on essaye de réfléchir à ce qui peut stimuler la création d'emplois dans ces secteurs, de travailler avec les partenaires sociaux, de travailler avec celles et ceux qui s'occupent de la formation, pour justement faire en sorte qu'on essaie de tirer vers le haut et vers l'accès à un emploi les publics qui sont les plus fragilisés, en même temps qu'on essaie de rencontrer des objectifs qui sont extrêmement importants pour notre société, travailler notamment sur les secteurs dont j'ai parlé. Si on veut parler de la politique d'emploi, il faut aussi essayer de ne pas prendre de mesures qui défavorisent l'emploi. Quand je vois les mesures qui ont pu être prises, notamment au niveau fédéral, en ce qui concerne le statut des artistes par exemple, ce sont des mesures qui, elles, non pas vont créer l'emploi, mais sont en train de fragiliser des publics qui peuvent vivre de leur activité en les mettant dans des conditions avec des stratégies qui n'ont absolument pas de sens dans un contexte de crise économique. Et donc on est en train de fragiliser les gens plutôt que de faire l'inverse. Donc, ayant une réflexion globale, il n'y a pas que la région qui peut avoir une influence par rapport à ces politiques-là, c'est à tous les niveaux de pouvoir ensemble qu'on doit essayer de mettre le paquet. Je ne vais pas revenir sur la formation parce qu'on en a parlé, mais c'est clair que si on ne revoit pas fondamentalement, et on en parlera dans le deuxième sujet, la question de l'enseignement, la question du bilinguisme dans l'enseignement, et Écolo prône des écoles bilingues, mais aussi la question de la place que l'on laisse aux formations pour apprendre des techniques, apprendre des professions, on ne s'en sortira pas et on risque de refaire ce type de débat, encore une fois, dans 5 ans, de la même façon. Demander l'avis de Christos Zoulkiridis, d'accord avec un baccalauréat. Et est-ce qu'il faut des écoles bilingues? Ça n'a pas encore été évoqué par les deux intervenants qui ont parlé d'école jusqu'à présent. Est-ce que vous voulez des écoles bilingues à Bruxelles? Est-ce que c'est une solution au problème du chômage qu'on dénonce? Sur la question de l'école, qu'on soit dans la majorité de l'opposition, nier le fait qu'une trop grande partie de nos jeunes sont totalement stressés par rapport à la qualité de l'enseignement qu'ils vont recevoir. Une trop grande partie des parents ont une pression énorme sur le fait de trouver une école de qualité. Il faut le reconnaître, quel que soit le rôle qu'on ait eu dans l'opposition de la majorité. Pour Écolo, parce que justement ces inégalités existent de manière extrêmement forte, il faut faire un travail sur l'école peut-être sur une période de 10 ans. Peut-être qu'il faut réunir tous les acteurs politiques, même ceux qui seront dans l'opposition, pour créer un consensus après ces élections-ci, et se dire pendant 10 ans, travaillons, tous raisons confondues, au niveau bruxellois au minimum, néerlandophone et francophone si possible pour certains aspects, à faire en sorte qu'on prenne des décisions qui vont véritablement faire en sorte qu'on arrête de parler de ces écoles de manière aussi négative. Et par rapport à ça, parce qu'effectivement, une bonne partie de nos enfants ne maîtrisent pas le français ou le néerlandais à la naissance, il faut faire en sorte qu'ils s'inscrivent, qu'il y ait une obligation d'inscription scolaire dès l'âge de 3 ans. Parce que le bilinguisme est un enjeu extrêmement important à Bruxelles, il faut lancer des écoles bilingues, avec des enseignants native speakers néerlandophones et des native speakers francophones qui dans une même école peuvent travailler ensemble. Fédération Wallonie Bruxelles, où on doit changer avec une collaboration institutionnelle. Malheureusement, on est dans une région qui est bilingue, mais on ne peut ni faire de liste bilingue, ni faire d'école bilingue nous-mêmes. Donc on doit travailler avec une collaboration avec les deux communautés. Pour ça, il faut travailler sur un bassin de vie, qui est le bassin de Bruxelles, pour faire en sorte qu'on mette en place ce genre de projet et qu'on puisse avoir, en particulier dans des quartiers qui souffrent de ne pas avoir d'école de qualité, où on laisse nos enseignants travailler avec énormément de difficultés. Donc c'est dans ces écoles-là qu'il faut ramener de l'ambition. Je voudrais dire encore un élément, parce que l'école c'est important, et tant pis si je pense à mon temps de parole, il est aussi important d'avancer sur ce tronc commun. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne valorise pas suffisamment les compétences plus techniques, plus pratiques, plus créatrices, plus culturelles, plus artistiques. Et il faut qu'au minimum jusqu'à 14 ans, voire 15 ans ou 16 ans,
on ait la possibilité pour tous les enfants de pouvoir avoir une sensibilisation. Parce que les métiers de demain, ils ne vont pas être que universitaires. Et il faut donc pouvoir investir à une échelle bruxelloise dans du matériel qui est extrêmement performant pour pouvoir les préparer justement à construire cet avenir pour la Belgique ensemble et en ne laissant personne se Christos Doulkeridis, est-ce que... Moi, je trouve insupportable le cinéma que vous entretenez aussi autour de chaque déclaration de Bart De Wever. Donc le match et cette campagne, elle est résumée à un match entre De Wever et Paul Magnette, entre le NVA et le PS, et je suis vraiment choqué. Parce que la réalité, c'est pas celle-là. Il y a en Belgique une offre politique beaucoup plus large. Monsieur De Wever, pourquoi est-ce qu'il arrêterait de faire son numéro? Puisque chaque fois qu'il fait le moindre acte, lors de tous les débats qui vont suivre, vous allez nous demander à chacun notre avis et prendre 10 minutes pour pouvoir en parler. Oui. Donc il gagne à tous les coups. Et il sait très bien. Et donc il entretient ça. Je ne comprends pas que... on passe autant de temps par rapport à ça. Et je Donc trouve vous ça n'avez pas peur sur les institutions bruxelloises qu'ils aient un impact? Mais non, et l'appel qui est fait pour voter pour des partis néerlandophones, parce que s'il y a des francophones qui votent pour la NVA, ce n'est pas des partis, ce n'est pas des électeurs qui sont attirés par la logique de la NVA. Mais donc parlons un peu de la vision, qui est une vision qui n'est pas que belge. Il y a des partis de ce style-là un peu partout en Europe, malheureusement, qui sont des partis qui valorisent l'égoïsme, qui valorisent le repli sur soi. Est-ce que la vraie menace de la Flandre, d'Anvers, c'est vraiment les Wallons, c'est vraiment Bruxelles, c'est vraiment l'institutionnel? Est-ce que le réchauffement climatique ne risque pas de menacer davantage Anvers avec la montée des eaux que le problème de ce qui se passe en Wallonie, de ce qui se passe à Bruxelles? Et ce type d'enjeux, quand est-ce qu'ils sont discutés? Est-ce que le vrai problème de l'Europe, de la Belgique, ce n'est pas qu'on est pratiquement plus capable de produire quoi que ce soit, parce qu'on est obligé d'importer tout de Chine, d'Inde, de Russie? Est-ce que ce n'est pas qu'on est complètement dépendant en matière énergétique à 95% des pays du Golfe, de la Russie, qui sont de magnifiques démocraties? Est-ce que ce ne sont pas là les enjeux qui devraient être mis dans la campagne? Tout à fait. Alors... Et quelle est la place que vous accordez, qu'on peut accorder à ce genre de priorité dans les médias et dans une campagne? Pratiquement rien. Et ça, je trouve ça vraiment choquant. Donc De Wever, qu'il fasse sa campagne, qu'il fasse ses idées, et nous, on fait la nôtre. Et on voudrait avoir de la place pour pouvoir aussi parler de nos priorités. Alors, je vais profiter de ça, justement, pour vous dire que, épargnons votre temps de parole sur la NVA, venons à un autre sujet dans le chapitre institutionnel. Beaucoup trouvent à l'extérieur, dans Bruxelles, qu'il y a trop de niveaux. Est-ce qu'il faut une réforme institutionnelle? Les Flamands, encore une fois. Non, pas seulement. Si, surtout les Flamands. Et quand on leur propose, par exemple, de supprimer la COCOM, la VGC... la COCOF, pour simplifier les institutions bruxelloises, je m'énerve quand je veux. Et en l'occurrence, ici, sur l'institutionnel, ça m'énerve. Et donc, c'est ce discours hypocrite. Ceux qui nous imposent de fonctionner dans un cadre qui est compliqué et très complexe. Moi, je reconnais que c'est complexe. Mais ce n'est pas les francophones qui le demandent. Quand on ne peut pas faire d'école bilingue, quand on ne peut pas faire de liste bilingue, ce n'est pas les francophones qui refusaient ça. Dans les discussions institutionnelles qu'on a eues, c'est les partis néerlandophones qui nous disent ça. Et puis après ça, ils nous font des comptabilités, ils nous font la leçon en disant que c'est beaucoup trop complexe, qu'il y a beaucoup trop de communes, etc. etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer et améliorer les choses. Il faut les améliorer. Et nous les avons d'ailleurs, ces 5 dernières années, améliorées. Il y a un refinancement, il a fallu se battre pour l'avoir. Il y a eu un transfert de compétences des communes vers la région. Parce que c'est la région l'acteur fort. C'est au niveau régional qu'on doit mener des politiques et définir les grandes lignes politiques. Et c'est au niveau régional aussi qu'il faut aussi s'occuper de compétences qui sont plus communautaires. Pas spécialement les transférer, pas une discussion institutionnelle, mais faire en sorte qu'en matière d'enseignement, comme on en a parlé, ou en matière de culture, on puisse réunir tous les acteurs, francophones et néerlandophones, ou le sport par exemple, pour pouvoir mettre en œuvre des services qui sont vraiment positifs pour tous nos habitants, qui soient francophones et néerlandophones. C'est ça notre job, et c'est dans ces directions qu'on doit aller. Alors, même si ça énerve Christos Doulkeridis, on va quand même poser la question aux autres participants à ce débat. 72 députés francophones, 17 néerlandophones, 19 communes, 19 CPS. Est-ce qu'on touche à rien? Monsieur Doulkeridis? Alors, si on doit prendre des mesures pour essayer de faire en sorte qu'on ne prenne pas systématiquement son véhicule pour se déplacer, ce n'est pas pour le plaisir d'ennuyer les gens. C'est parce que les embouteillages ont un coût économique énorme pour les entreprises. C'est parce que ça crée une pollution qui a un coût pour la société, qui est extrêmement importante, et qui a un impact sur la santé qu'il ne faut absolument pas négliger. Et donc on doit travailler sur des alternatives. Est-ce que le gouvernement bruxellois a travaillé sur des alternatives? Ah oui. 30% du budget de la région est consacré à la mobilité. 30%. Ce n'est pas le cas en Flandre, ce n'est pas le cas en Wallonie.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'évidemment, on est une ville d'abord, et qu'on a forcément la nécessité de déplacer un nombre très important de personnes, bruxelloises, mais qui viennent aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on a augmenté les transports en commun? On a pratiquement doublé. Est-ce qu'on consacrera encore plus de moyens pour améliorer la desserte? Oui, on va construire le métro. Chaque fois qu'un bus est saturé, il faut le remplacer par une ligne de tram. Chaque fois qu'un tram est saturé, il faut le remplacer par un métro. Et on a obtenu 135 millions dans le cadre de refinancement annuel pour s'occuper de la mobilité. Donc de notre côté, la part des choses va continuer à être réalisée. Et je propose avec Écolo le fait, pour améliorer encore la desserte, assez rapidement et avec un impact budgétaire relativement limité, de créer des lignes chrono, c'est-à-dire des lignes qui vont quasi aussi vite que le métro, qui sont en surface et qui ne s'arrêtent qu'aux arrêts. Christophe, est-ce qu'on doit imposer un tram à une commune qui n'en veut pas? Je pense à Ixelles. Mais d'abord, un tram n'appartient pas à une commune. Et les gens qui prennent le tram, ils ne prennent pas le tram uniquement dans cette commune-là. Et puis, des communes qui résistent parce qu'elles ont envie de faire plaisir à l'un ou l'autre qui râle dans son coin, dans une logique NIMBY, et qui n'ont pas la capacité d'avoir réfléchir à un intérêt général, j'en ai connu, et j'en connaîtrai encore. Et puis quand on fait les modifications, c'est les premières à applaudir et à dire qu'en fait, il fallait absolument le faire et beaucoup plus vite. Donc, le fait, il faut travailler de manière rationnelle, pas de manière dogmatique. Le bus, vous parlez du bus 71, j'imagine, le bus 71, il est coincé tous les jours dans les embouteillages. On va plus vite dans toute une série de du tracé du 71 à pied qu'en bus. C'est pas normal. Donc il faut mettre un site propre et c'est possible d'améliorer concrètement. Un tram, ça prend pratiquement 150 voitures. Ça remplace 150 voitures. Ça veut dire que ceux qui seront en voiture et qui sont vraiment obligés d'utiliser leur véhicule vont y gagner clairement. C'est dans cette direction-là qu'il faut évidemment aller. Qui a été voté... On va laisser Christophe Doukeridis parler, si vous voulez bien. Attendez, j'ai pas encore parlé. Donc, excusez-moi. Il faut de la cohérence dans ce dossier comme dans tous les autres. Je pense qu'Écolo a une cohérence depuis 15 ans dans ce dossier. On a même été éjecté d'un gouvernement parce qu'on refusait de créer une nouvelle route sur Bruxelles, parce que Bruxelles est une ville, que ce soit à l'est ou à l'ouest ou au centre, qui est très densément peuplée. Donc, tant qu'on ne sort pas de cette logique-là, on ne va jamais s'en sortir. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on s'oppose entre communes de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud de Bruxelles, alors que tous ces quartiers sont densément peuplés. Il y en a qui le sont un peu plus que d'autres. Mais en même temps, par rapport à la logique d'un aéroport qui doit survoler les zones les moins densément peuplées, c'est évidemment pas au-dessus de Bruxelles qu'on peut voler. Alors, donc, ma question par très rapport précise, à nous, moratoire, oui ou non, tout de suite ou pas, nous n'avons à aucun moment soutenu le plan qui a été mis en place par le gouvernement fédéral, ni dans ses intentions, ni dans l'exécution qui a eu lieu. On a introduit une action en cessation environnementale, Evelyne Uttebroek l'a fait, pour réagir le plus vite possible par la voie légale, pour demander de cesser ces routes-là. Et donc, mais ce qu'il faudra, il faut suspendre le plan qui est là, mais il faut surtout mener, et c'est pas entre Bruxellois, parce que entre Bruxellois... Il faut d'abord être d'accord entre Bruxellois, avec les Flamands de Bruxelles. Tu fasses ton job au sein du MR, que je fasse mon job si au sein du Si moi j'avais été ministre-président, j'aurais convoqué tout le monde pour ça. Oui, je l'aurais fait. Il faut convaincre ton parti de pas voter ce qu'il a voté au niveau fédéral, et qui a été mis en application avec le plan Christophe, je m'excuse, mais tu mens. Tu mens parce que tu confonds. Tu mens, tout à fait, il n'a pas approuvé ça. Les accords qui datent de 2008, de 2010 et de 2011 ne prévoient pas du tout ce que le plan Wathelet prévoit. C'était ne pas voler sur les zones densément peuplées. Et c'était... Et c'était ne pas concentrer mais disperser. Et il a fait exactement l'inverse. Il a concentré sur Bruxelles. Moi je dis bien, c'est que l'erreur, c'est de disperser. Il faut concentrer sur les zones qui sont les moins densément peuplées. Et les zones les moins densément peuplées, c'est pas à Bruxelles. Et tant qu'on sera dans une logique de dispersion, il y aura toujours des quartiers à Bruxelles qui seront survolés. Et ça, ce sont les communes qui n'auraient jamais dû donner de permis pour construire autour des routes aériennes en Flandre qui vont gagner. Et ça, je trouve ça l'étude de l'ULB a montré que Wathelet a violé l'accord fédéral. Monsieur Dewoll, sinon on va fermer les micros et on va donner la parole. Et moi, vous me demandez pas si j'étais ministre-président. Vous, ministre-président, que fait-on avec le Grand Stade? Merci. Vincent, en tout cas, tu as donné des arguments pour hésiter chez toi. Donc,
Pour moi, le stade, c'est pas du tout l'élément le plus important des grands chantiers qu'on a lancés dans le cadre du PRDD. Il est là. Oui, mais vous en parlez, vous décidez de parler particulièrement de ceci. On vous pose la question. Le développement OESL d'un quartier où on fait en sorte que effectivement cette zone stratégique à Bruxelles, autour de l'Atomium, qui est une zone aussi touristique, puisse voir le développement de logements, d'emplois dans des entreprises récréatives, d'emplois dans le commerce notamment, par exemple, est extrêmement important. Le fait que le canal soit revitalisé vous avez exposé votre temps de parole, faites court, s'il vous plaît. Non, mais toutes les zones stratégiques, il y a 13 zones stratégiques qui sont développées. Pour développer du multimodal, excusez-moi, ça veut quand même dire quoi sur le stade? Parce qu'il est dans... Vous avez dit oui, donc... Moi, j'ai aucun problème. Le stade, il a été décidé et on continue comme ça. Okay. On ne va pas en parler pendant des années. Et effectivement, il n'y avait pas d'autre alternative si on voulait poser sa candidature dans le cadre de la compétition. Oui. C'est très positif, surtout au canal qui doit être revalorisé. Et il y a eu toute une stratégie globale qui prévoit des logements, 200 millions qui viendront des fonds FEDER pour pouvoir notamment soutenir l'industrie créative. C'est la créativité qu'il faut soutenir. Et à travers le musée, c'est effectivement une politique culturelle qui n'est pas souvent dans les débats politiques, mais qui est super importante pour Bruxelles, parce que c'est là aussi qu'on crée de l'emploi, qu'on permet à toute une série d'artistes et de personnes qui sont présentes, à condition de leur garantir aussi un statut correct, de pouvoir se développer de manière ambitieuse dans cette région. Alors on va donner un petit peu plus de... Bruxelles est ce qu'il y a de plus positif en Belgique. Premier pôle étudiant, universitaire, haute école. On a une jeunesse qui sera nécessaire pour payer la pension des plus âgés qui sont en Wallonie ou en Flandre ou à Bruxelles. On doit donc miser sur cette jeunesse. On doit pouvoir lui donner un peu de confiance et à toute la jeunesse et pas seulement ceux qui se retrouvent effectivement dans des écoles où on fait la file. Donc, faisons un consensus dès le départ assez large pour se dire, et on conclut, misons et parions sur vous parce que c'est vous qui allez prendre la relève pour justement faire en sorte que Bruxelles continue à être ce qui est le plus positif dans ce pays et peut-être en Europe. C'est à vous.